Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un petit peu particulière. C'est vrai que j'ai eu tendance à dire ça assez souvent dernièrement, mais cette fois-ci je vais m'essayer à quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous parler de la draft 2020 de NBA qui a eu lieu ce jeudi, je sais plus exactement la date, vers 2h du matin. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit récap, parce que je ne connaissais pas tous les joueurs, je vais être franc avec vous, et je pense que ça doit être un petit peu la même chose pour vous. Je me suis dit que présenter les qualités, les points à travailler avec des petits highlights, et ben ça pourrait être sympa. Comme ça vous allez avoir un aperçu des joueurs qui vont arriver d'ici le 22 décembre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est pile un mois avant. Donc voilà, en 1 minute max par prospect, je vais vous présenter en global. Si vous voulez des vidéos un petit peu plus précises sur le sujet, vous pouvez aller voir plusieurs chaînes, Trash Talk évidemment, le 6ème homme, la First Team, ou si vous voulez quelque chose d'écrit Envergure, le site Envergure qui est très très bien fait. Je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez vous renseigner 100% sur les différents prospects de cette draft 2020. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer, et c'est parti. Allez, on débute avec Anthony Edwards, sélectionné par Minnesota en première position. Pas tellement de surprise à ce niveau-là, c'est un joueur qui a été pris au potentiel, et c'est surtout l'un des joueurs qui a le plus gros physique de cette draft. Ouais, c'est un petit tank d'1m97 qui attaque très bien le cercle, et je pense que c'est sa force principale. Grosse détente qui lui permet de mettre des dunks hyper violents, et si un défenseur est un peu trop téméraire, Edwards il peut totalement monter dessus. Alors à côté de D'Angelo Russell, il va pouvoir scorer, mais franchement je pense que c'est sa sélection de tir et son adresse globale qui doit s'améliorer. On sait que c'est un point qui est crucial dans la NBA moderne, et pour l'instant elle reste plus sur des fulgurances qu'autre chose. Autre point, très important, sa concentration. On sait que défensivement c'est pas Isaac Okoro, et il doit se focus sur le jeu pour ne pas avoir de trou à ce niveau-là. À part tous ces points là, je valide très fort le choix. Alors on n'a pas trop pu voir jouer James Wiseman cette année, mais on sait directement à quoi s'attendre chez les Warriors. Tout d'abord c'est un monstre athlétique, un bestiau avec des bras immenses, qui va je pense très bien profiter de l'absence de taille à Golden State. Ça court vite, même très vite pour un mec de 2m16, et il va se régaler dans le jeu en transition, c'est sûr. Mais monsieur n'est pas seulement un attaquant robuste, c'est toute sa palette défensive qui impressionne. Grosse mobilité, contreur et même aspirateur de rebond. Dès le premier jour il va mettre un point NBA, je pense que physiquement il va répondre présent même face au gros. Alors ouais, son gros défaut c'est qu'il ne shoot pas du tout. Mais encore une fois, vu où il a atterri, je me fais pas trop de soucis pour ça, et je pense que ce serait plus judicieux de lui faire développer son mental qui apparemment serait le seul frein de son développement. On passe ensuite à LaMelo Ball, choisi par Charlotte en 3ème position. Alors là on dispose sans doute du joueur qui a la plus grosse hype de cette draft 2020. Et waouh, ça fait vraiment depuis le lycée limite que les gens attendent son arrivée en NBA. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il maîtrise déjà très très bien le pick and roll. Forcément quand on voit sa qualité de passe et sa vision de jeu, on a le package d'un grand meneur. Son handle est juste super bon, et je pense que s'il arrive à avoir une meilleure sélection de tirs, on pourra peut-être voir un shooter efficace. Physiquement c'est un peu léger, c'est vrai, mais je me fais pas de soucis là-dessus, il va prendre de la masse au fur et à mesure. Ce qui est plus embêtant par contre, c'est son implication défensive. Comment dire, on n'est pas sur les mêmes standards que son frère à ce niveau-là. Après rien n'est perdu, il est long, et c'est juste une question de volonté qui va faire qu'il sera présent des deux côtés du terrain ou pas. On espère juste que papa fera pas trop des siennes. Grosse surprise en 4ème position avec Patrick Williams. Alors on savait que le nouveau management des Bulls allait vouloir un joueur à potentiel, et Patrick Williams est l'un des prospects les plus intrigants de cette draft à ce niveau-là. On a pu observer un garçon encore une fois très athlétique, et surtout il est capable de switcher sur tous les postes. Car ouais, c'est un défenseur ultra intéressant qui peut vraiment faire une belle carrière s'il travaille un peu son shoot extérieur. C'est plus ou moins ce qui lui fait défaut pour l'instant étant donné qu'il prend pas trop de tirs, et que ça rentre pas tout le temps de loin. Honnêtement, il va pouvoir bien bosser cet aspect à Chicago avec du Markkanen ou du Otto Porter qui sont d'excellents tireurs à 3 points, et en ça j'ai bon espoir que Williams puisse s'imposer dans la ligue. Pour revenir un peu sur sa défense, on peut totalement louer ses qualités de contreur et d'intercepteur.
il couple ça avec un gros hustle et forcément on a un joueur ultra polyvalent. Sacré potentiel en tout cas, affaire à suivre. Sorti d'Auburn, le 5e sélectionné de cette draft 2020 est Isaac Okoro. Direction les Cavs pour lui qui évite le choix annoncé Obi Toppin pour privilégier un peu de défense. Je pense que c'est le fit parfait pour Cleveland. Comme son copain Patrick juste avant lui, il est tout à fait capable de défendre sur des joueurs plus rapides ou plus grands que lui. C'est un véritable acharné sur l'homme et il dispose d'une puissance physique énorme qui lui permet de toujours rester au contact. Pour vous donner une petite stat qui vient du compte Twitter de Cavs France, en 1 contre 1, ses adversaires n'ont que 20% de réussite au tir. Plutôt pas mal. Alors ouais, niveau shoot, il a encore beaucoup à travailler. Que ce soit 3 points, lancer franc, sa réussite est assez basse et on compte sur lui pour devenir un 3&D très sérieux si tout se passe bien. Qui sait, si on le voit progresser aussi sur son drive et son toucher, on peut vite avoir un profil super intéressant. Onyeka Okongwu est le 6e choix de cette draft sélectionné par Atlanta. Ce qui saute tout de suite aux yeux avec lui, c'est son apport défensif. Il a montré une aptitude au contre assez incroyable à USC, faisant de lui l'un des meilleurs dans cet aspect sur cette draft. Il est également super mobile pour sa taille et très fort pour se retourner au poste. Si on couple ça avec le fait qu'il dispose d'un assez bon toucher, cela lui permet de finir même quand il est assez bien défendu. Reste à savoir si cela va se traduire en NBA. Comme les autres intérieurs choisis un peu plus haut, niveau shoot c'est compliqué, et on verra s'il va être capable de travailler ça pour faire de lui un joueur plus versatile. Bon, on peut se consoler en se disant que Clint Capela qui évolue au même poste chez les Hawks est aussi mauvais dans ce domaine. Attention, même s'il est intéressant sur pick and roll, va falloir développer d'autres qualités offensives pour faire de lui quelqu'un de moins prévisible. Oh là oui, un petit Frenchie cette fois, Killian Hayes. Le crack de Ulm débarque à la 7ème place et file chez les Pistons. Alors déjà, hyper intéressant, il arrive dans une équipe où il va pouvoir jouer et exprimer pleinement ses qualités. C'est un créateur incroyable, que ce soit pour lui ou pour les autres, et un peu à l'instar de LaMelo Ball, il se débrouille vraiment bien sur pick and roll. Deuxièmement, on peut parler de sa capacité à shooter qui n'est pas la meilleure de cette QV, mais qui permet totalement d'être une menace derrière l'arc ou en sortie de dribble. Point bonus, il est grand pour son poste. On sait que ce côté un petit peu combo guard est clairement appréciable en NBA, et on va pouvoir le voir défendre sur des postes 2, potentiellement 3 s'il va pousser un peu à la salle. Les scouts américains ont un petit peu peur pour sa capacité à utiliser sa main droite, mais bon, dès les premiers entraînements, dès les premiers matchs, on verra s'il a réussi à gommer ce défaut dans son jeu. La carte est pour moi entre ses mains, à lui de continuer à travailler son physique et surtout son jeu sans ballon qui est parfois un peu hésitant, mais j'espère qu'il va conquérir le cœur des fans des Pistons. Pour Obi Toppin, on a affaire à un gros bébé. C'est nos amis de New York qui ont pu le récupérer en 8 et ils ne devaient pas s'attendre à le voir tomber si bas. C'est un athlète de haut niveau, c'est sûr, et l'un des plus vieux de cette draft, donc forcément il va contribuer très vite en NBA. Si on regarde ses highlights, on observe directement que c'est une machine à alley-oop. Moi qui adore vraiment ça, je suis servi avec lui. Obi n'est pas doué que pour ça, et c'est plutôt sa finition proche du cercle au global qui se révèle assez complète. On n'a pas affaire à un sniper, mais ça va encore, il pourra mettre un petit 3 de temps en temps. Point faible, c'est une passoire en défense. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais j'espère qu'il va se montrer plus présent que ce qu'on a pu voir à l'université, sinon ça va être compliqué. Mais bon, je me dis qu'avec un adepte de la défense comme Thibodeau au coaching, ça peut totalement le faire. On passe désormais à Deni Avdija, l'ailier en provenance du Maccabi Tel Aviv. Le gros avantage avec ce joueur pris par Washington, c'est qu'il est déjà expérimenté. Forcément, il a passé 2 ans dans les circuits pro, il a pu se frotter à des gros et ça lui enlève un peu de pression sur son arrivée en NBA. Balle en main, il dispose déjà d'une vision de jeu superbe pour un mec de sa taille, et ça va vraiment permettre de suppléer le duo meneur arrière sur certaines possessions. À part ça, il n'excelle pas dans un domaine en particulier. C'est un joueur qui va contribuer des deux côtés du terrain, efficace en drive, même si parfois il est un peu lent. Et puis en catch and shoot, il a de vraies capacités. Il n'avait pas des statistiques très impressionnantes la saison passée, mais le potentiel est quant à lui bien réel. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner.
Pour clôturer ce top 10, on a eu le droit à une petite surprise par les Suns qui nous ont sélectionné Jalen Smith. Un peu riche si l'on compare à certaines mock drafts, mais voyons d'abord le profil. Déjà on est sur un sacré morceau aussi, avec 2m8 et quasi 2m20 d'envergure. Son atout principal, c'est qu'il shoot malgré ses mensurations. La mécanique est plutôt propre, et on voit une réelle amélioration de ses pourcentages entre son année rookie et sophomore à Maryland. Bon, c'est un pivot assez moderne donc, qui défend son cercle plutôt bien, et qui de temps en temps n'hésite pas à aller au contact pour nous finir ça sur la tronche de l'adversaire. Ça fait plaisir. Au niveau des choses à travailler, car ouais, il y en a quand même pas mal, ce serait intéressant de voir si son shoot devient plus constant et s'il va réussir à être un meilleur attaquant au global. Car ouais, à part catch and shoot et sur des passes décisives, on n'a pas vraiment vu énormément de drive. Enfin, je pense qu'il doit travailler sur sa mobilité. C'est un point super important et il est pas forcément très rapide, alors qu'en NBA, on sait que ça peut aller très très vite au panier. Selon moi, Devin Vassell est un peu une surprise en 11ème position chez les Spurs étant donné qu'il est considéré comme un poste 2-3 et qu'on est pas mal fourni dans ce secteur à San Antonio. Bon, il a quand même des qualités évidentes, notamment au shooting où il s'est révélé comme un super bon tireur du côté de Florida State. Ce sera certainement pas une star en NBA, mais au vu de sa capacité à être présent en attaque comme en défense, va falloir surveiller ça très fort. Car ouais, pour protéger son panier, il est très chaud pour sa taille, à voir comment ça va se traduire en NBA. Pour lui, le plus gros chantier, ça va être de travailler son mi-distance et son handle, car clairement, ça lui manque un peu pour être un scoreur efficace. On aimerait bien aussi le voir s'épaissir, car pour l'instant, il reste un poil fin. Nos amis les Kings maintenant, qui ont pu récupérer Tyrese Haliburton avec leur 12ème pick. Le gros avantage ici, c'est qu'on va avoir un prospect très complémentaire de De'Aaron Fox. Plutôt poste 2 mais qui peut tout à fait jouer 1, c'est clairement un super contributeur sur pick and roll. Ouais, on a là un joueur avec un gros QI basket qui avec peu de déchets arrive à trouver ses coéquipiers assez facilement. Ce qu'on peut qualifier comme super intéressant chez lui, c'est son shoot. Alors oui, on a un catch and shooter qui n'est pas spécialement à l'aise après le dribble, mais il tourne à plus de 40% à l'université, ça reste prometteur. Alors forcément il peut pas y avoir que du positif, et il va falloir vraiment taffer à la salle pour Tyrese. Seulement 79 kg sur la balance pour lui alors qu'il tape presque les 2 mètres. Du coup, il va pas beaucoup au contact quand il drive, ne provoque pas beaucoup de lancers et il est attendu au tournant. En 13ème choix de cette draft 2020, on retrouve Kira Lewis Jr. qui a été choisi par les Pélicans. Alors, malgré une corpulence assez frêle, on va pas se mentir, c'est un gros joueur offensif avec un arsenal très complet. Aussi bien en drive, à 3 points ou à mi-distance, il a un jeu super fluide. Les moves sont léchés et si vous coupez ça avec sa vitesse, ça va très vite au panier. On peut quand même remettre en question ses possibilités en défense car comme je l'ai dit, c'est loin d'être un garçon prêt pour le combat physique imposé en NBA et on espère qu'il va prendre du muscle assez rapidement. Attention également aux pertes de balles car on était à plus de 3,5 par match l'année dernière, il va falloir améliorer ce point sans quoi il va pas mal squatter le banc. Les Celtics de Boston maintenant qui avec le 14ème pick ont jeté leur dévolu sur Aaron Nesmith. Alors je vous le cache pas, c'est mon petit chouchou. Sans débat déjà c'est le meilleur shooter de cette QV. On a l'impression qu'il est facile quand il shoot, alors que pourtant sa gestuelle est un peu lente. Niveau physique on est aussi sur un joueur long qui chie pas mal de ballons et qui peut venir en aide à l'intérieur quand le besoin se présente. Après on doit toujours être attentif car monsieur a été blessé au pied lors de sa 2e année à Vanderbilt. Certes, ça ne l'a pas empêché de jouer quasi la moitié des matchs avec son équipe, mais potentiellement sa réussite à 3 est le résultat d'un plus faible volume. À confirmer donc. Fils d'ancien joueur NBA, Cole Anthony va rejoindre Orlando qui l'a sélectionné à la 15e place. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de meneurs dans cette draft. Au final, Cole est un petit format qui va avoir besoin de s'épaissir en arrivant dans la ligue. 84-85 kg pour 1m91, c'est vrai que c'est pas énorme. Quand même assez intelligent et plutôt bon créateur, je pense que sans trop de difficultés, on va le voir nourrir très bien les intérieurs gigantesques du Magic. En revanche, va vraiment falloir soigner son adresse au shoot. Que ce soit en drive ou à 3 points, on observe quelqu'un qui est rarement efficace. Petite délicatesse aussi avec les pertes de balles qui sont encore trop nombreuses par rapport à sa production niveau assist.
Alors là encore une fois un sacré morceau avec Isaiah Stewart. Il atterrit en 16ème position du côté de Détroit. Clairement, il se gratte les genoux sans se baisser et ça l'aide énormément au niveau défensif. Que ce soit niveau rebond ou sur l'homme, la présence de Stewart se fait sentir. Il est également très doué près du panier, et là où il était bon au contact dans la raquette, ce sera peut-être un peu moins évident s'il doit se frotter à des gros qui restent sur son dos tout le match. Pareil pour le mi-distance ou derrière l'arc, c'est encore trop compliqué pour lui qui n'est pas assez précis. Mais ça se travaille. On a besoin aussi de le voir un peu plus impliqué dans le jeu global de son équipe car souvent, quand il a le ballon, ça fonce tête baissée au panier. On passe au choix d'OKC en place 17 qui nous a sélectionné le pari Alexei Pokusevski. Il a totalement le type de profil à la Kristaps Porzingis pour vous donner une idée. Européen, très grand, très fin et surtout il aime shooter derrière l'arc. Pour sa taille, il est quand même impressionnant par son handle et tout le package de dribble qu'il embarque. Mais pour le moment, son poids représente trop un désavantage car même s'il a des longs bras qui lui permettent de contrer du monde en Europe, les monstres en NBA vont se faire plaisir à lui rentrer dedans. Être aussi léger, ça présente également quelques soucis lorsqu'il s'agit de finir au contact, et même avec autant de spacing, le Thunder va avoir besoin de lui dans la peinture. On espère maintenant qu'il va prendre de la masse. Choisi à la 18ème place, Monsieur Josh Green. Un combo arrière-ailier pour Dallas avec ce bonhomme très athlétique et super à l'aise défensivement. Il comprend bien son rôle et sans en faire trop, il arrive bien à contenir l'attaquant en 1 contre 1. Ça fait de lui un défenseur respectable avec une bonne anticipation qui lui accorde quelques interceptions par match. Petit bémol, sa finition main gauche qui reste trop sous-exploitée à mon sens, mais sans doute qu'il va tenter de développer ça pour devenir un petit peu moins prévisible. A part ça, un shoot à 3 correct, sans plus, et quelques bonnes inspirations offensives, notamment du flotteur et parfois des doubles pas acrobatiques. On en attend bien plus au niveau de sa réussite de loin, et on compte évidemment sur Doncic ou Tim Hardaway pour lui faire travailler cet aspect du jeu. Et puis forcément, avec le départ de Seth Curry, plus que jamais les Mavs vont en avoir besoin. Les Pistons prennent Saddiq Bey avec le choix numéro 19, leur 3ème pick dans cette draft 2020. Un bien bel athlète que nous avons là et qui a une très belle gueule de gros ailier en NBA. Il sait à peu près tout faire offensivement et a montré qu'on devait le surveiller très fort dès qu'il s'éloigne un petit peu du panier. C'est sûr, là on est en face d'un gros potentiel, comme le montre l'évolution de ses statistiques entre ses 2 années à Villanova. A voir si Détroit peut faire de lui un scoreur avec de grosses responsabilités, mais ça m'a l'air d'être un jeune très intéressant s'il maintient de bons pourcentages comme c'est le cas actuellement. Si on regarde un peu plus de l'autre côté du terrain, c'est là où ça pêche. Oui, il a quelques fulgurances parfois, mais on n'est pas sur un bloqueur de tir ou un intercepteur si spectaculaire que ça. Petite mention aussi sur les rebonds. Je pense qu'au vu de sa taille et de ses capacités, il reste trop timide à ce niveau-là. Je vous le dis, je suis fan de ce garçon. Encore un gros coup de Miami qui a réussi à prendre Precious Achiuwa en 20ème position. Il est hyper impressionnant lorsqu'il est sous le cercle avec un côté très Montrezl dans le style. Ça se bat très fort, un peu comme une pile électrique au final. Incroyable finition qui lui permet de finir au contact ou en finesse de temps en temps. De plus, on voit que ses bras sont juste immenses, et si on combine ça avec son côté athlétique, on obtient quelqu'un qui a un gros impact aussi en défense. Alors oui, on peut lui reprocher un shoot à distance un peu moyen, mais qui reste un point à développer. Sa grosse bête noire reste surtout au lancer. On est à peine à 60% et quand on voit ce qu'il est capable d'obtenir comme faute, il doit absolument régler ce problème. Le profil en sortie de banc me paraît parfait et avec un gars comme Bam Oit, il devrait bien progresser. Autour des Sixers maintenant qui nous ont piqué le petit Tyrese Maxey avec le pick 21. Encore un gros prospect qui n'était pas forcément attendu si bas vu les qualités qu'il a. C'est d'abord un meneur ultra rapide qui combine ça avec une grosse détente verticale, ce qui le rend difficile à arrêter. Bon, c'est pas le genre à claquer de gros posters, mais finir au contact ça lui fait clairement pas peur. On couple ça avec une vision de jeu plutôt bonne, et un jeu en transition incroyable, ça donne un gamin plus qu'attirant. Puisqu'il ne peut pas être parfait, je mets une petite croix sur son shoot à 3 points, qu'il va réellement devoir bosser pour être une menace derrière l'arc. Car ouais, on a encore bien trop de déchets sur cet aspect de son jeu.
Défensivement, rien d'exceptionnel, mais il fait le taf. J'ai très envie de le voir en action. Zeke Nnaji a quant à lui été sélectionné à la 22e position de cette draft. On se rapproche tout doucement du top 30. C'est un finisseur redoutable dans la raquette avec qui on a le sentiment qu'il peut monter très vite au cercle. Comme Mathieu voit 2 places plus haut, vraiment il se la donne sur le terrain et ça se voit. Il arrive très bien à lire le jeu et ça lui permet tout simplement de glaner pas mal de rebonds offensifs souvent conclus derrière. Pour un big, le futur intérieur de Denver bénéficie aussi d'un shoot mi-distance très honnête qui peut surprendre parfois et ça augure du bon pour le point suivant, son adresse extérieure. Déjà, on voit que le volume n'est pas fameux et ça ne rentre pas toujours. Quand on voit qu'il se débrouille également très bien au lancer franc, je suis certain qu'il y a une piste à creuser. Hormis cet angle offensif, c'est surtout en défense qu'il va falloir bosser. Car même s'il mesure 2m11, on le voit trop peu souvent capable de contrer ses adversaires. S'il arrive à mieux intégrer son positionnement défensif et mieux empêcher l'accès au cercle, il y a clairement une place pour lui dans la NBA moderne. On part maintenant en Espagne avec l'Argentin Leandro Bolmaro qui va débarquer chez les Wolves. Le pick numéro 23 a une capacité de playmaking tout à fait remarquable qui va être super utile en sortie de banc à Minnesota. Mais le plus gros point fort, c'est sa taille. Un meneur formé à l'européenne qui plafonne à plus de 2 mètres, on a les ingrédients pour avoir un vrai asset au vu de son potentiel. Un peu léger en kilos, c'est vrai, et il va falloir qu'il travaille ça. Mais les points à développer se situent surtout au niveau du shoot. Sur ce qu'il a montré à Barcelone, sa gestuelle et son pourcentage derrière l'arc ne sont pas terribles du tout. Évidemment, je pense qu'il va beaucoup travailler ça. En tout cas, niveau vision de jeu, il peut rappeler parfois un petit peu Manu Ginobili. En tout cas, on lui souhaite la même carrière. Alors, R.J. Hampton a été un petit peu déçu d'être choisi si bas en 24, mais le futur joueur de Denver a le potentiel pour faire mentir tous ceux qui sont passés à côté de lui. Déjà niveau rapidité, on est servi. Avec un bon 1m96, il court très vite en transition, et son premier pas destructeur lui permet d'éliminer facilement le défenseur s'il le prend un petit peu trop de haut. Autre atout majeur, sa défense, car il a une vraie capacité à switch sur les postes 1 et 2, et ça l'a bien aidé lors de son passage en NBL. Il ne reste plus qu'à voir comment cela va se traduire dans la grande ligue. En revanche, il dispose pas du tout d'un gros bagage offensif et cela se ressent parfois sur des situations de drive ou pour éliminer son défenseur avec un dribble suivi d'un tir. S'il prend du galon et qu'il bosse son shoot, on peut très vite être surpris par son impact. On revient avec les Knicks cette fois qui ont drafté Immanuel Quickley en 25e position. Ce qu'on peut déjà louer chez lui, c'est son shoot. Que ce soit au lancer franc ou même à 3 points, l'adresse est particulièrement bonne pour un futur rookie. Il me fait penser un petit peu à Tyler Herro sur ce point qui a fréquenté la même fac que lui l'année passée. C'est en réalité assez compliqué d'entrevoir son potentiel étant donné qu'hormis son shoot, il reste un petit peu moyen offensivement. Pour vous dire, son adresse de loin était plus élevée que son adresse globale, ce qui arrive tout simplement jamais en fait. Pour sa défense, il n'a pas eu trop l'occasion de briller balle en main étant donné que c'était pas lui à la main. Assez fragile, ce qui l'aide clairement pas en défense, va falloir qu'il nous montre que son envie permet de compenser des qualités athlétiques très faibles. On passe ensuite au choix numéro 26 avec Peyton Pritchard pris par les Celtics. On a là un meneur petit format qui ne dépasse pas le 1m90 et qui, contrairement aux joueurs sélectionnés précédemment, a complété ses 4 années à l'université. On sait à quoi on va avoir droit avec ce joueur. Doublette de Kemba Walker sans aucun doute, il va pouvoir montrer toutes ses qualités au shoot et son très gros QI basket. C'est sûrement ce deuxième point qui a fait de ce garçon un meneur spécial, étant donné qu'il arrive très bien à trouver ses partenaires dans le jeu. Néanmoins, sa taille est un vrai frein en défense et on peut être sûr qu'il va se faire passer plus d'une fois au physique, à voir en match. Alors là, bonjour le monstre. Je vous présente le choix 27, Udoka Azubuike et ses 2m13 pour 127 kg. Son physique hors norme l'a clairement aidé au tir puisqu'il a été celui avec le plus de réussite parmi tous les joueurs universitaires. Clairement, pendant ses apparitions sur le terrain, on va le voir passer du temps dans la raquette.
Je pense que sans grande surprise, on va voir beaucoup de lobes et des conclusions des actions par un gros dunk. C'est aussi un défenseur ultra costaud qui, malgré son poids, a une mobilité latérale correcte et une grosse aptitude au contre. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il va être utilisé en NBA. Car bon, niveau tir, c'est absolument catastrophique. 44% au lancer, je pense que personne dans la ligue ne peut faire pire. Et puis il ne space absolument pas, et quand les défenseurs de NBA vont comprendre comment défendre sur lui, ça va être compliqué. Les Wolves maintenant, qui ont sélectionné avec leur pick 28 Jaden McDaniels. C'est un poste plutôt 3-4, assez long et qui est plus un joueur à potentiel que quelqu'un qui va contribuer dès son arrivée. Avec un physique léger, il défend pourtant pas trop mal et on peut espérer le voir dans des match-ups à l'intérieur s'il s'épaissit un peu. Forcément, en NCAA, les athlètes sont un peu moins nombreux et on a pu voir un coup certain pour les gros cons chez lui. Côté attaque, son handle est une grosse force au vu de sa taille et il est capable d'éliminer son défenseur grâce à ça. En vérité, il y a des séquences où il montre de très belles choses, des éclairs de génie, que ce soit au niveau de son pull-up mi-distance ou même derrière l'arc. Mais bon, il reste trop inconstant pour l'instant. On veut absolument le voir progresser à ce niveau-là, et peut-être qu'on aura affaire à un garçon très capable de participer des deux côtés du terrain. Attention cependant aux pertes de balles, plus de 3 pour quelqu'un qui ne porte pas le ballon, c'est beaucoup. Malachi Flynn est le choix des Toronto Raptors à la 29e place de cette draft. Ce qui est appréciable avec lui, c'est sa grosse expérience. Il va pouvoir jouer rapidement avec les Canadiens. Alors on va pas se le cacher, son temps de jeu ne sera pas forcément très élevé, mais son profil est hyper attractif je trouve. Déjà il shoot bien, et il arrive très souvent à créer ses propres opportunités pour scorer. Il allie ça avec un jeu très sérieux sur pick and roll qui synergise avec ses aptitudes de passeur. Et puis défensivement ça tient la route. Bien qu'il soit le plus petit joueur que j'ai pu vous présenter, il se donne à fond sur son adversaire. Bon c'est sûr il sera limité parfois pour contester les shoots adverses, là on peut pas y faire grand chose. Son autre défaut si j'ose dire, c'est son drive. Ça reste un petit peu douteux quand on sait qu'il évite les contacts. Mais bon, au vu du profil physique, il n'a pas trop d'autre choix. Et on finit avec le 30e sélectionné, Desmond Bane. Alors lui va rejoindre les Grizzlies pour apporter une dimension de spacing. Pareil, 4 ans complets à l'université, ce qui lui a permis de développer un vrai shoot extérieur, l'un des tout meilleurs de cette draft même. Personnellement, c'est surtout sa grosse range qui m'impressionne. Au global, offensivement, on a affaire à un joueur très complet. Oui, il n'est pas exceptionnel dans tous les domaines, mais est capable dans la rotation d'apporter un petit peu de scoring. Défensivement aussi, c'est séduisant. Il a une vraie capacité d'interception et montre des déplacements plutôt intelligents. Point négatif, il repose trop souvent son jeu sur son shoot extérieur, et si par malheur un soir ça ne rentre pas, sa contribution sera un poil limitée. A voir aussi comment il va se débrouiller contre les big men, parce qu'à l'université, il n'y avait pas de très gros athlètes en face de lui. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas. Personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce qu'il y avait énormément de joueurs que je connaissais pas ou peu. Et puis voir leurs highlights sur YouTube, ça m'a permis vraiment de me faire une idée sur ce qu'on va pouvoir voir l'année prochaine. Et puis il y a des garçons hyper intéressants que je vais absolument suivre, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sur ce que vous avez pensé en tout cas. Je me doute que, encore une fois, c'est un petit peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude, mais bon, je me suis dit pourquoi pas varier les plaisirs. Allez, sur ce je vous laisse, on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo, à la prochaine.